Bienvenue dans le débat. Il est consacré à la guerre à Gaza alors qu'Israël a lancé son offensive terrestre dans la ville de Gaza après d'intenses bombardements la nuit dernière. Benyamin Netanyahou a confirmé le démarrage d'une nouvelle phase de la guerre. Nous avons lancé une opération puissante dans la ville de Gaza, a-t-il affirmé. L'armée israélienne estime à 2000 à 3000 le nombre de combattants du Hamas opérant dans la zone. L'armée israélienne qui demande aux habitants de Gaza d'évacuer toute la ville. Près de 350 000 Gazaouis ont fui la ville selon l'armée israélienne et des centaines de milliers de Palestiniens y sont encore. L'offensive à Gazaville a été condamnée par l'ONU, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors quels sont les objectifs de Benyamin Netanyahou? Quelles conséquences sur la ville de Gaza? Quelles sont les réactions? Quelles conséquences diplomatiques? Quelques jours avant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, on pose ces questions à nos invités. Georges Malbruno est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter pour Le Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. Bienvenue à vous. Jean-Paul Chagnolo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, professeur émérite des universités, président honoraire de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient, l'IREMO. Dominique Tracan, général, bonsoir. Merci d'être avec nous, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Nous avons en direct de Tel Aviv, Ofer Bronstein, bonsoir. Vous êtes chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien et président et cofondateur du Forum international pour la paix. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et puis Claire Duhamel est avec nous aussi, notre correspondante à Jérusalem. Avant de démarrer ce débat, je vous propose d'écouter Benyamin Netanyahou qui vient de prendre la parole dans une conférence de presse. On l'écoute. Nos forces opèrent dans la ville de Gaza avec pour objectif de vaincre l'ennemi, mais aussi d'évacuer la population. Nous nous efforçons actuellement d'ouvrir des voies supplémentaires afin d'accélérer l'évacuation de la population gazaoui et de la séparer des terroristes que nous voulons attaquer. Le Premier ministre israélien a donc confirmé le démarrage d'une nouvelle phase de cette guerre. On fait un point en images avec Marc Pope. Un à un, les Gazaouis sortent les corps des décombres. Ce quartier de Gazaville a été complètement détruit par les bombardements de l'armée israélienne cette nuit. La nuit, ils ont bombardé tout un pâté de maisons, 3 maisons et les maisons voisines. Toutes les victimes sont des enfants, des personnes âgées et des femmes. Elles sont toutes sous les décombres. Nous avons récupéré environ 10 corps. Les autres sont toujours sous les décombres. Les autorités israéliennes ont débuté la nouvelle phase de leur offensive terrestre sur la ville. Les troupes avancent progressivement vers le centre. Leur objectif, éliminer les 2 à 3 000 combattants du Hamas qu'elle estime opérer dans Gaza. Gaza brûle, l'armée frappe d'une main de fer les infrastructures terroristes et les soldats de l'armée se battent vaillamment pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas. Ces derniers jours, les autorités israéliennes ont lancé plusieurs appels aux habitants de la ville à évacuer, poussant de nombreux Palestiniens sur les routes de l'exil. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou annonce depuis plusieurs semaines qu'il souhaite prendre le contrôle de la ville, un plan largement critiqué à l'international. Un génocide est en cours à Gaza. Nous avons nommé les 3 personnes que nous estimons responsables. L'une d'elles est le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, l'autre, le président israélien Isaac Herzog, et la troisième, l'ancien ministre de la Défense israélien Yoav Gallant. Des accusations rejetées par Israël, qui dénonce un rapport mensonger et biaisé. Claire Duhamel, notre correspondante. On démarre avec vous, correspondante en Israël pour France 24. L'armée israélienne donc, qui a lancé on a vu, c'est une nouvelle phase de la guerre. C'est ce qu'a dit Benyamin Netanyahou, qui vient de prendre la parole d'ailleurs. Bonsoir Stéphanie. Oui, ça a été confirmé dans la matinée, d'abord par le Premier ministre israélien, puis par l'armée israélienne. On assiste bien au début de l'opération terrestre israélienne jusqu'au cœur de Gaza, la ville de Gaza City, qui abritait jusqu'à très récemment 1 million de civils gazaouis. Alors tout a commencé la nuit dernière avec des frappes d'une intensité rare, des frappes telles que Gaza n'en avait pas connues depuis les pires semaines de la guerre. Des sources
à Tel Aviv disait qu'il ressentait le blast des explosions jusqu'à la capitale israélienne à 70 km de la bande de Gaza. Ces frappes, elles ont un objectif, celui de préparer le terrain aux forces israéliennes pour que les chars entrent dans la ville. On a vu il y a une heure environ une publication de l'armée israélienne montrant des chars allant vers Gaza City. Dans un briefing qu'a donné aujourd'hui l'armée israélienne aux journalistes étrangers, eh bien, l'armée a confirmé que 2 divisions sont chargées d'entrer au cœur de Gaza City, tandis qu'une 3e division devrait assister ces soldats en encerclant totalement la ville de Gaza City. En attendant, eh bien, l'armée israélienne encourage les civils à quitter cette ville de Gaza City. Ça fait une semaine environ que toute la ville est considérée comme zone rouge, zone de combat, que les civils sont encouragés à fuir vers le sud. Mais ce soir, on apprend qu'il y a environ 350 000 civils sur 1 million qui sont partis, selon les chiffres de l'armée israélienne. Les Nations Unies qui estiment que ce chiffre serait en deçà, puisque beaucoup de civils palestiniens refusent toujours de quitter leur maison. Claire, vous restez avec nous. Dominique Trinquant, général, quels sont les objectifs militaires de Benyamin Netanyahou? Là, Claire parlait de 2 divisions armées, une 3e. Les objectifs, il avait annoncé il y a quasiment 2 ans, lorsqu'il disait « je veux éradiquer le Hamas ». Bon, ça n'a pas tellement bien fonctionné, puisque même après avoir commencé les opérations dans le Nord, on s'aperçoit que dans le Nord, dans la région de Gaza, il dit maintenant que c'est le centre de la résistance. Il était plus au sud avant, maintenant il le définit comme étant plus au centre, au Nord. C'est simple, faire le vide de la population, des bâtiments, on les voit détruits complètement partout, et dire avec 50 000 hommes, il reste 3 000 combattants. Quand il n'y aura plus de population, vous savez, c'est le principe du bocal. Quand vous voulez attraper un poisson, vous videz le bocal, il reste le poisson et vous l'attrapez. C'est combien de temps une offensive comme ça? Alors, écoutez, là, on parle de semaines, mais dans l'armée israélienne, certains parlent de mois. C'est-à-dire que ça ne va pas être fait tout de suite, parce qu'il y a des tunnels. D'abord, le combat en zone urbaine est certainement la chose la plus difficile à faire, mais en plus, quand vous détruisez, vous créez des obstacles qui aident à la défense. Donc, vous mettez forcément le Hamas dans une situation meilleure pour se défendre. Maintenant, attention, le Hamas, que reste-t-il du Hamas? Parce que des jeunes recrues, certes, mais les anciens, il y en a quand même pas mal qui ont été étrillés. Donc, mais ceci étant, c'est un combat extrêmement difficile pour l'armée israélienne, dont il faut souligner que beaucoup de responsables s'opposaient à cette opération-là. Et que des réservistes ne rejoignent pas l'armée pour aller là. Et donc, il y a une grande manœuvre. C'est pour ça que ça a pris du temps à préparer. Ils s'opposaient pourquoi? Parce qu'ils disaient que de toute façon, ils n'arriveraient pas à éradiquer le Hamas, c'est ça? Oui, et qu'ils étaient contre cette opération, tout simplement. Georges Belbrodo, il parle de 2 000 à 3 000 membres de l'armée, des membres de la branche armée du Hamas. Oui, il y a probablement 2000, voire peut-être plus, mais le Hamas, aujourd'hui, c'est peut-être 10 000, 15 000 combattants, mais dont la moyenne d'âge est de 19 ans. Les cadres militaires, les 95% ont été éliminés. Il reste 7 ou 8 hauts gradés militaires. Il ne reste plus que 10 000 armes de poing. Il ne reste plus d'explosifs aux mains du Hamas. Seuls les explosifs qui restent sont ceux qui sont justement réutilisés à partir des bombes israéliennes qui n'ont pas été utilisées. Donc c'est là toute la contradiction, l'absurdité de cette opération militaire, parce que lorsque vous discutez avec des responsables israéliens, ils vous disent le désarmement du Hamas, la démilitarisation du Hamas, qui est un des grands objectifs légitimement recherchés par la communauté internationale, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Et donc, cette opération ne va pas... alors, peut-être qu'elle va permettre d'éliminer des combattants du Hamas, mais il y en a quand même encore d'autres. Mais le Hamas, dans sa structure militaire, a été extrêmement dégradé. Donc, on a un Premier ministre israélien qui tente d'aller assassiner des négociateurs à Doha pour libérer des otages. Ça se termine par un flop monumental contre l'avis du Mossad. Et là, on a un Premier ministre israélien qui, contre l'avis d'une partie de son armée, veut aller vider la mer avec une petite cuillère. Il n'y arrivera pas. Il va repousser 700, 800 000 Gazaouis vers le sud. Et après, on fait quoi ? On les expulse. Quand on parle à certains responsables israéliens, ils disent « Ah non, on ne peut pas expulser parce que techniquement, ce n'est pas possible. » Ce qui est vrai, Dieu merci, c'est vrai. Mais alors, on en fait quoi ? Donc, on est dans une, comme l'a très bien dit Emmanuel Macron, dans une fuite en avant pour une guerre sans fin.
Jean-Paul Chagnolot, donc ces Palestiniens qui sont sommés de quitter la ville de Gaza. Notre correspondante Claire Duhamel, qu'il y en a 350 000 qui ont déjà fui la ville elle-même. Il en reste donc 700 000 à peu près dans la ville elle-même. Ils veulent aller vers le sud. Concrètement, comment ça se passe ? Vous savez, je crois que on a commencé à parler de tout ça d'un point de vue militaire. Et en fait, on avait le sentiment qu'on se retrouvait au mois de novembre 2023 avec les mêmes idées. Il faut éradiquer le Hamas, il faut libérer les... Bon, alors que nous sommes 2 ans plus tard, ce qui quand même, il faut le rappeler. Et je crois que l'objectif n'est pas un objectif... c'est pas l'objectif énoncé. Je crois que la vérité, ce que Georges vient d'évoquer, c'est de dire que je crois qu'on veut éradiquer la totalité du territoire de Gaza. Quand on voit vos images, on voit bien qu'il reste plus grand-chose de la ville de Gaza, et je pense qu'on veut expulser les Palestiniens. Donc la première idée, c'est de les regrouper, mais ça a été énoncé très clairement par Katz, par Netanyahou, par d'autres, par Ben-Gvir, par Smotrich. On veut mettre pratiquement les 2 millions de Gazaouis dans la zone de Khan Younes, et ensuite essayer de les expulser. Et l'idée que c'est techniquement pas possible, ça c'est une formule qui est pour des gens rationnels comme nous, évidente, mais je pense qu'on n'est pas dans du rationnel. Et je pense que c'est possible, cette expulsion. C'est-à-dire qu'il ferait pression sur l'Égypte, par exemple. Mais bien sûr, il y a 1001 tractations qui sont faites. Évident. Donc je crois que... Non, mais bien sûr, ça nous paraît impensable à nous, parce que le projet lui-même nous paraît tellement énorme, tellement choquant, que ça nous paraît techniquement impossible. Mais en réalité, tout est possible. Il faut rappeler qu'en 1967, il y a eu 300 000 Palestiniens qui ont été contraints de quitter leur territoire et passer en Jordanie. Et puis évidemment, il faut rappeler la Nakba en 1948, où il y a eu 750 000 Palestiniens qui ont été expulsés du territoire qui devient Israël à ce moment-là en 48. Donc c'est ça dont il est question aujourd'hui. Car sur le plan militaire, tous les militaires le disent, ça n'a strictement aucun sens. Et puis quant au Hamas, dire éradiquer le Hamas, on le dit depuis maintenant 2 ans, ça n'a pas de sens. On peut effectivement complètement briser la structure militaire, c'est largement fait. Parce que là, il dit, il y a quand même 2000 à 3000 combattants. Mais l'idée du Hamas, la nature du Hamas, il faut rappeler que ça existe depuis plus de 40 ans. Depuis 40 ans. Il y a eu plusieurs générations. Donc on est en train de fabriquer une autre génération qui ira sur les mêmes lignes, c'est-à-dire la lutte armée, le rapport à une certaine instrumentalisation du camp, etc. Ça s'appellera peut-être autrement, mais bien entendu, ce courant va persister. Donc c'est absolument l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Et un mot sur les otages, tout de même. On va en parler. C'est certainement pas... Non, on va sans doute les tuer, évidemment, parce que si on bombarde de cette manière-là, si Gaza brûle, les otages aussi risquent de brûler. Votre analyse, Ofer Bronstein, quel est l'objectif de cette opération ? Effectivement, on a mentionné ces hauts gradés de l'armée israélienne qui étaient même très réticents. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je ne pense pas qu'il y a une logique militaire. Comme ça a été dit, une partie des gens du Hamas, de toute façon, s'ils veulent, ils peuvent disparaître dans la population, remonter en surface et aller vers le sud et ne se pas retrouver. Le Hamas, ce n'est pas uniquement des hommes avec des armes. Le Hamas, c'est une idéologie. Et c'est l'idéologie qu'il faut attaquer. Et ce n'est pas par ce genre de guerre que cette idéologie sera attaquée. C'est uniquement par une stratégie qui va combattre la pauvreté, qui va combattre l'ignorance, qui va redonner espoir aux Gazaouis qu'on peut. Vous craignez, Ofer Bronstein, vous craignez une guerre longue, là, peut-être plusieurs mois, disait le général Trinquant, c'est possible, hein? Israël a déjà été... Dans Gazaville, je parle, dans Gazaville. Gazaville, c'est la moitié de la population de Gaza. Et Israël était présente pendant très longtemps à Gaza. Et si elle a décidé de se retirer d'une façon unilatérale, c'est pas pour faire plaisir aux Palestiniens. C'est parce que tous les jours, des soldats israéliens mouraient et qu'on ne pouvait pas gérer la vie de 2 millions de citoyens. Donc c'est pour ça que l'armée s'oppose à cette armée. Elle sait très bien qu'il y a déjà 1000 soldats israéliens qui sont morts à Gaza. Et tous les jours, il y en a d'autres qui meurent. Il y a un phénomène dans l'armée israélienne qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'aujourd'hui, une bonne partie des réservistes ne veulent plus retourner à Gaza. Certains d'entre eux y étaient pendant 200, 300, 400, 500 jours même. Et aujourd'hui, une grande partie d'entre eux ne les retournent pas. Ils ne font pas une manifestation politique. Mais pire que ça, il y a aujourd'hui près de 150 soldats qui ont commis des suicides. Ils ne peuvent plus être à Gaza. Ils ne supportent plus d'être à Gaza. Et donc, ils commettent des suicides. Des jeunes soldats de 18-20 ans. Et il y a encore un phénomène aujourd'hui qui s'y ajoute, c'est que même les recrues israéliens, ceux qui doivent être à l'armée, aujourd'hui, il y a presque 10 000 par mois
qui refusent d'aller à l'armée. Alors encore une fois, ils n'en font pas une manifestation politique pour des raisons psychologiques, pour des raisons de santé, mais il y a aujourd'hui une défaillance de la part de la population israélienne pour continuer cette guerre à Gaza. D'ailleurs, les sondages, c'est intéressant, 80% des Israéliens disent arrêter la guerre, libérer les otages. Et non, moi je suis en Israël pour voir comment on peut expliquer aux Israéliens que l'initiative de reconnaissance de l'État palestinien ne va pas à l'encontre des intérêts israéliens, mais bien au contraire, et essayer de faire baisser un peu la tension entre les deux pays. Aujourd'hui, la France est vue comme étant on va y revenir, Ofer Braunstein, sur justement cette... Mais permettez-moi de dire quelque chose sur les otages. Voilà, permettez-moi de dire quelque chose sur les otages. La grande préoccupation des Israéliens l'a été, et l'est toujours, c'est la libération des otages. Et on peut critiquer l'armée israélienne, et il faut le faire parce que, pas l'armée seulement, mais une partie du gouvernement, parce que cette guerre n'a pas de sens aujourd'hui. C'est de la vengeance, c'est de la destruction, et ça n'a pas de sens. Par contre, il faut quand même ne pas oublier que si le Hamas libérait les otages, les excuses ou les raisons qu'Israël aurait de continuer cette guerre seraient beaucoup plus limitées, seraient même inexistantes. Donc moi, je ne comprends pas comment cette organisation terroriste ne comprend pas la souffrance de leurs frères, de leurs sœurs et des Gazaouis, et n'écoute pas ce que demande l'autorité palestinienne, ce que demande la Ligue arabe, ce que demande la plupart des pays arabes et musulmans dans le monde, libérer les otages, arrêter cette guerre. Au moins, les Israéliens n'auront pas une excuse pour continuer cette guerre terrible et cette souffrance terrible qui s'abat sur les Palestiniens. Donc, je pense que c'est ça, n'oublions pas que c'est ça l'objectif. Mais Ofer a tout à fait raison, mais la libération des otages aura un prix politique. Et c'est bien la raison pour laquelle il y a une médiation qatarienne, il y avait une médiation américaine, et il y avait un nouveau plan américain qui était examiné par la direction politique en exil. Et que manifestement, Netanyahou ne l'a pas entendu ainsi. Le Mossad, qui n'a pas participé à cette opération, était hostile à cette opération parce qu'il a dit à Netanyahou, les dirigeants du Hamas ont sur la table une nouvelle négociation. Donc, il faut arriver à cette négociation, arriver à une fin. Et là, évidemment, on retombe sur, je dirais, l'écueil originel, c'est-à-dire Netanyahou, lui, veut tout d'un seul coup, mais le Hamas, évidemment, ne va pas se défausser de toutes ses cartes, est prêt à libérer les otages, mais contre un retrait militaire israélien total. Et donc, il faut arriver à trouver un accord sur cette libération des otages, libération des prisonniers palestiniens, l'acheminement de l'aide humanitaire, la fin du conflit. Et ça, c'est extrêmement compliqué, surtout quand vous avez d'un côté Netanyahou qui ne veut pas, et le Hamas qui sait aussi quand même qu'une fois que les otages sont libérés, son espérance de vie est très réduite, politiquement parlant. On va revenir sur ces questions diplomatiques. Avant ça, je voudrais qu'on fasse un retour en image justement sur le forum des otages et ces familles qui en fait ont décrété d'ailleurs l'état d'urgence depuis hier à cause de cette offensive sur la ville de Gaza. On va faire ce retour en image. Des frappes massives sur Gaza dans la nuit de lundi à mardi, meurtrières pour les Gazaouis et aussi potentiellement pour les otages israéliens toujours détenus par le Hamas. En Israël, les proches de ces otages s'inquiètent et sont en colère. Ils sont allés directement sous les fenêtres de la résidence de Benyamin Netanyahou et son épouse. Sarah Netanyahou, venez ici et dites-moi ce que vous m'avez promis, Annie Rose. Venez, il y a d'autres pères et mères ici. Venez me dire comment vous m'avez menti, comment vous m'avez dit que vous alliez conclure un accord et ramener tout le monde à la maison. Venez me dire comment vous avez menti. Vous savez comment rencontrer les familles à huis clos, loin des médias, loin de tout. Et vous leur racontez des absurdités. Ça suffit. Hier soir, les bombardements sur Gaza se sont intensifiés. Nos proches à Gaza sont bombardés par l'armée israélienne sous les ordres du Premier ministre. Il a décidé d'envoyer des soldats de l'armée israélienne dans les zones où se trouvent nos proches, qui pourraient être blessés et ne pas revenir vivants. Il fait tout pour qu'il n'y ait pas d'accord et pour ne pas les ramener. Le gouvernement israélien, lui, dit toujours vouloir ramener les otages. Donald Trump, de son côté, pointe la responsabilité du Hamas. Je viens de lire que le Hamas aurait déplacé les otages à la surface pour les utiliser comme boucliers humains contre l'offensive terrestre israélienne. J'espère que les dirigeants du Hamas savent dans quoi ils s'embarquent s'ils font une telle chose. C'est une atrocité humaine comme peu de gens en ont jamais vu. Ne laissez pas cela se produire, sinon tout est perdu. Libérez tous les otages immédiatement. 48 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza. 26 seraient décédés selon Israël.
Claire, un mot justement sur ces familles d'otages qui en fait étaient pendant la nuit devant la résidence de Benyamin Netanyahou et il me semble qu'ils y sont toujours. Oui, hier, au milieu de la nuit, certains proches d'otages, Einaf Zankover notamment, qui est la mère de l'un des hommes toujours détenus dans la bande de Gaza et qui est très médiatique en Israël, ils ont annoncé sur les réseaux sociaux de façon assez spontanée qu'ils se rendaient devant la résidence du Premier ministre et ils ont ensuite installé un petit campement de tentes à proximité de la résidence du Premier ministre. Ce soir, ils sont rejoints par des manifestants, par d'autres Israéliens qui se sentent très touchés par cette question des otages et il marche en direction du bureau du Premier ministre. Il y a très clairement un mouvement en Israël autour de ce forum des familles d'otages, des manifestations qui se font très régulières tous les samedis soirs et qui, lorsqu'il y a des événements comme cela, se font aussi de façon un petit peu plus spontanée. Mais ces familles d'otages crient en quelque sorte leur désespoir dans le désert puisqu'elles ont le sentiment de ne pas être entendues par le gouvernement israélien. L'armée israélienne dit toujours aujourd'hui que l'un des objectifs de cette offensive militaire, c'est de faire libérer les otages dans la bande de Gaza, mais les proches d'otages ne s'y trompent plus, disent que la confiance est rompue avec le gouvernement, d'autant que le Hamas, d'après certaines sources sécuritaires, aurait potentiellement transporté ces otages des tunnels jusqu'au sol. C'est en tout cas une menace qui est brandie et qui est mentionnée par le président américain sur son réseau social Truth Social. Les Israéliens et les proches d'otages ont donc peur, très peur, que cette opération israélienne puisse tuer également certains des otages toujours en vie dans la bande de Gaza. Merci Claire. Un mot, Général Trinquant, justement sur cette stratégie. Donc ces familles d'otages très inquiètes, 48 otages donc détenus par le Hamas, une vingtaine sont encore en vie. Et en fait, ce que dit Benyamin Netanyahou, c'est qu'ils font cette offensive dans la ville de Gaza pour exterminer, donc pour tuer les combattants du Hamas, afin de libérer les otages, en fait. Oui, mais comment le croire ? Sur les 250 otages, l'armée israélienne a réussi à en libérer 8. Voilà. Tous les autres ont été libérés par une trêve, par un accord avec le Hamas. Aujourd'hui, si vous voulez, je disais, faire le vide. Dans ce vide, malheureusement, il y a des otages. Et donc, ils vont probablement, pour la vingtaine qui restent vivants, subir les bombardements qui ont lieu en ce moment. Et à la limite, pour reprendre les propos de M. Trump, il n'y a pas besoin de les mettre devant les troupes. Je veux dire, ils rasent tout. L'armée israélienne rase tout. Donc, malheureusement, j'ai peur qu'effectivement, ceci soit au détriment des otages. Mais au passage, moi, je pense que depuis le début, M. Netanyahou n'en a rien à faire. Ce n'est pas son sujet. Il n'y a que la pression de la population israélienne, comme on vient de le voir, qui, à un moment, l'a contraint à faire une trêve pour qu'il y ait un échange. Mais au bout du compte, il n'en a rien à faire. Il va jusqu'au bout de sa logique. Il faut rappeler que M. Netanyahou, c'est pas de Palestine, comme le Hamas dit pas d'Israël, pas de Palestine. Donc, tous ces gens-là, avec, comme vous le disiez, le problème technique compliqué de les pousser dehors, mais je voyais le gouvernement israélien qui disait qu'il y avait déjà 250 000 Gazaouis qui étaient partis hors de Gaza. 350 000 même maintenant. Bon. Hors de Gazaville, de la ville de Gaza. Mais pas de la bande de Gaza. Ah, de la bande de Gaza. Je parle de la bande de Gaza. 250 000 Gazaouis qui ont quitté la bande de Gaza. Voilà. Un mot, Jean-Paul Chagnolot, justement, sur l'offensive et sur cet objectif, justement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, ce soir, que ces négociations dont on parle, nécessaires, justement, pour qu'il y ait une trêve, est-ce que c'est au point mort, c'est caduc ? Je crois que, vous savez, quand on est sur un sujet aussi important, on a le nez dessus. Revenons juste une seconde en arrière, au mois de mars. On était dans un cessez-le-feu entre janvier et février. Il y avait une deuxième phase qui s'ouvrait au début mars, et dans cette phase, il y avait... on devait libérer les otages et en échange de libération de prisonniers palestiniens et du retrait partiel ou total de l'armée israélienne. Netanyahou a délibérément saboté tout cela et on en est arrivé à la situation d'aujourd'hui. Donc c'est une histoire qui remonte à très longtemps. Et je crois, je suis d'accord avec vous, jamais Netanyahou ne s'est intéressé à la question des otages. Il poursuit son idée et son idée c'est de liquider la question palestinienne. Il y a aucune question là-dessus. Et par conséquent, quant aux négociations, quand vous entreprenez une négociation en
commençant par assassiner les négociateurs, on peut quand même légitimement se douter de la valeur de la volonté de négocier. Bien entendu qu'il ne veut pas négocier. Je rappelle d'une phrase simplement, à l'époque d'Oslo, déjà, il y a 30 ans, il disait à propos d'Oslo, c'est un problème, c'est pas une solution. Donc en fait, il veut quoi? Il veut un grand Israël et essayer de liquider la question palestinienne avec la possibilité, si c'est possible... Ça veut dire occuper la bande de Gaza ad vitam aeternam? Mais annexer la Cisjordanie et évidemment faire en sorte que Gaza on expulse une bonne partie de la population. Et je répète que la question technique est une question secondaire par rapport à la volonté politique, donc c'est une possibilité auquel il faut vraiment réfléchir. En tout cas, c'est ça. Et puis un dernier mot, aujourd'hui, l'ensemble du territoire de Gaza n'existe plus. On a une société qui a disparu. Il faut quand même voir un peu ce que ça signifie. Une société a entièrement disparu. Pour revenir à votre question, ni le Qatar, qui a été quand même la cible d'une attaque, ni le Hamas abrité au Qatar n'ont dit c'est la fin des négociations. Ils ne l'ont pas dit, justement, malgré les... Bien sûr que non, qu'ils ne vont pas le dire. Malgré les le Qatar, sa raison d'être, c'est de négocier, de parler à tous les salopards auxquels on ne parle pas. Et il le fait très bien. D'ailleurs, Marco Rubio l'a dit hier, il a dit le Qatar est un très bon négociateur. Et le Hamas n'a pas intérêt à arrêter ces négociations, parce que sinon, c'est sa raison d'être, je dirais, aujourd'hui, elle disparaîtrait. Donc voilà, ces négociations... Donc Jean-Marc Bonneau, malgré ces frappes israéliennes contre les membres du Hamas à Doha, donc au Qatar, le Qatar reste un des négociateurs avec l'Égypte. Ça ne va pas changer, ça. Donc, pas changer. Mais c'est un médiateur pour des négociations qui n'existeront pas. Voilà, après, où sont ces négociations, justement? Elles n'existent plus. Ces négociations, elles étaient quand même visiblement... Il y a une divergence. Le Mossad israélien dit... la nouvelle proposition américaine, un certain nombre de dirigeants du Hamas étaient enclins à l'accepter. C'était quoi cette proposition américaine? Parce que c'est le plan dont parle Benjamin Netanyahou, c'est ça? Il reste une cinquantaine d'otages avec une libération progressive, une dizaine au début, un retrait militaire israélien et ensuite le reste, etc. Et le Shin Bet, lui, dont le patron a été remplacé par Benjamin Netanyahou, a dit non, ceux qui étaient dans cette réunion, justement, qu'on était censé viser, eh bien, étaient hostiles à cet accord-là. Donc, on les tue. Donc voilà, qui dit vrai, qui dit faux, je n'en sais rien. Mais ce qui est vrai, c'est que le Hamas a envie de négocier, parce que derrière la négociation, comme je vous le disais tout à l'heure, il y aura un capital politique, il y aura un retrait militaire israélien, il y aura des libérations de prisonniers palestiniens. Et donc voilà, elles devraient se poursuivre. Il faut le souhaiter, évidemment, parce que, comme vous l'avez très bien dit, on ne libère pas des otages par une opération militaire. On peut le faire, mais c'est marginal. Je vais faire réagir Ofer Braunstein. Oui, bien sûr, laissons-moi parler Ofer, mais juste un mot, ces négociations n'auront pas lieu. Quand on tue des négociateurs, je veux dire... Mais ils ne sont pas morts. Oui, ils ne sont pas morts, c'est ça, le fils... C'est pas parce qu'on a loupé l'assassinat que pour autant l'intention est remise en question. Le fils du négociateur. Oui, le fils de Khalil al-Hayya. Mais les négociateurs vont négocier, parce que c'est leur job, je dirais, c'est leur raison d'être aujourd'hui, hélas. Et on va écouter Marco Rubio avant de vous faire réagir, Ofer Braunstein. Marco Rubio, c'était hier, il était en Israël hier. Les Israéliens ont commencé à mener des opérations dans la ville de Gaza. Nous pensons donc que nous avons une très courte fenêtre de temps pour qu'un accord puisse être conclu. Nous n'avons plus des mois devant nous, mais probablement quelques jours, voire quelques semaines. C'est donc un moment clé. Et encore une fois, notre préférence est que cela se termine par un accord négocié dans lequel le Hamas déclare « Nous allons nous démilitariser, nous ne représenterons plus une menace, nous allons nous dissoudre, nous allons libérer tous les otages ». Parfois, lorsqu'on traite avec un groupe de sauvages comme le Hamas, ce n'est pas possible, mais nous espérons que cela puisse arriver. Ofer Braunstein, comment vous interprétez les propos de Marco Rubio en pleine offensive israélienne à Gazaville, au moment où effectivement ces accords sont vraiment au point mort? Il y a une petite fenêtre, effectivement, possible? Écoutez, depuis 2 ans, on fait des analyses et on veut prêter à ce qui se passe à cette terrible guerre à Gaza une certaine logique, une certaine volonté politique. Je pense qu'aujourd'hui, on a perdu le sens de la logique. Même M. Netanyahou, je crois c'est une fuite en avant. Ce qu'il recherche, c'est la vengeance. Ce qu'il recherche, c'est montrer une victoire. En voulant liquider les leaders de Hamas à Doha il y a quelques jours, ils voulaient montrer une victoire, ils voulaient montrer leur tête en disant voilà, on a gagné. Le Hamas veut la même chose. Le Hamas ne veut pas être humilié. Il veut, en échange de quelques milliers de morts palestiniens, de détresse palestiniens, de catastrophes qui s'abattent sur son peuple,
il veut montrer qu'il y a 1000 ou 2000 ou 3000 prisonniers palestiniens qui vont être libérés et crier victoire. Les deux veulent crier victoire, alors qu'en fait, dans cette guerre, il n'y aura que des perdants. Israël est aujourd'hui, vous savez, pour la première fois en 2 ans, le Premier ministre israélien a dit au public israélien, attendez-vous à être isolé dans le monde, attendez-vous à une crise économique terrible. Donc, il est en train les Israéliens comprennent la terrible catastrophe qui est en train de s'abattre sur eux. Ils sont encore sous le traumatisme du 7 octobre. Il y a encore mais les Israéliens comprennent que cette guerre est en train de leur faire très mal. Les Israéliens comprennent qu'elle ne va à nulle part. On est dans l'irrationnel, on est dans la folie. Monsieur Netanyahou ne veut pas aller en prison. Monsieur Netanyahou ne veut plus comparaître devant le tribunal où il est obligé de comparaître 3-4 fois par semaine. Il est dans une fuite en avant. Le président a raison. Et le Hamas n'a pas de logique non plus. Il veut continuer à garder une certaine dignité en disant, voilà, il y a peut-être 100 000 Palestiniens qui sont morts, il y a peut-être 1 500, 1,5 million de Palestiniens qui sont déplacés, mais nous, on a libéré 2000 prisonniers palestiniens. C'est tout à fait irrationnel. C'est une guerre qui ne va nulle part. Il n'y aura que des perdants. Et c'est pour ça que je pense que les initiatives politiques qui vont être imposées par l'extérieur sur les Israéliens et les Palestiniens sont nécessaires parce que les deux aujourd'hui ne sont pas capables de reprendre la raison. Ils sont dans la vengeance pure et simple. Et comme il a été dit, un œil pour un œil, et ils deviennent tous aveugles. Et c'est ça la catastrophe que les Palestiniens et les Israéliens vivent. Ils sont pris en otage, les Israéliens sont pris en otage par une minorité extrémiste, fasciste, messianique, et les Palestiniens sont pris en otage par cette minorité terroriste, djihadiste qui est le Hamas. Il faut les libérer de ces minorités catastrophiques pour leur permettre d'aller en avant. Un mot justement pour parler de diplomatie maintenant. Ces assemblées générales donc des Nations Unies qui ont lieu la semaine prochaine. On sait que Emmanuel Macron va reconnaître l'État palestinien. Il n'est pas le seul pays. D'ailleurs, la France, le Luxembourg aussi, a dit aujourd'hui qu'il allait reconnaître un État palestinien. Le Royaume-Uni, l'Australie, la Belgique, le Canada. Général Trinquant, on est tellement loin de ça sur le terrain, mais c'est des avancées comme ça, diplomatiques, des reconnaissances de l'État palestinien à New York. Ça peut avoir un impact ? Non, mais l'impact, je crois que ça a très bien été décrit, c'est l'isolation d'Israël. Moi, je fais un parallèle, vous savez, avec ce qui s'est passé au début du siècle avec les États-Unis. En 2001, tout le monde était autour des États-Unis après l'attaque du World Trade Center. Il y a eu vote d'une résolution, article 5 de l'OTAN, tout le monde était autour. Et en 2003, au moment où le président Bush a décidé d'attaquer l'Irak contre l'avis de tout le monde, ça a complètement retourné et ça a été le début de l'antagonisme vis-à-vis des États-Unis. Et là, d'ailleurs, M. Biden avait dit la même chose. Il avait dit aux Israéliens, attention, ne faites pas l'erreur que nous avons fait après 2001. Bien là, c'est la même chose. Le 7 octobre, tout le monde était autour d'Israël. Ce massacre était absolument abominable et tout le monde soutenait Israël. Et là, la politique de M. Netanyahou amène l'Israël à être complètement isolé. La semaine dernière, il y a eu un vote à l'Assemblée générale. 142 votes, les 3/4 de la planète condamnent le Hamas, bien sûr, mais aussi demandent la reconnaissance d'un État palestinien. Donc, l'opposé de la politique de M. Netanyahou. Et la semaine prochaine, on le verra, avec l'événement qui est prévu le 22, présenté par la France et l'Arabie Saoudite. Et je pense que ça va montrer qu'Israël est totalement isolé. À part les États-Unis, et puis j'ai regardé les votes, quelques petits pays à droite à gauche qui sont des micro-États. Isolés, mais avec un soutien indéfectible des États-Unis. Ce qu'a redit Marco Rubio, ce que redit Donald Trump. Et finalement, on n'a pas l'impression que Benyamin Netanyahou ait besoin d'autre chose que ce soutien indéfectible des États-Unis. Ou est-ce que finalement... Quand on parle des Nations Unies, je voudrais juste en un mot rappeler, lors de la dernière Assemblée générale, c'était l'année dernière, Netanyahou est venu devant l'Assemblée et il a dit c'est un marécage antisémite. Et il a violemment critiqué tout ce qui était Nations Unies. Donc c'est pas son problème. Et quand on dit isolement d'Israël, c'est vrai, bien entendu, par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer. Mais en même temps, ça a des limites, cet isolement. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on est en train de basculer dans un monde très particulier, dans lequel les rapports de force comptent seulement. Tout à l'heure, au début de l'émission, on a vu un navire vénézuélien qui était attaqué par les États-Unis. C'est très symbolique, ça. Je veux dire qu'on est aujourd'hui dans une rencontre entre deux idéologies
en Israël et aux États-Unis qui sont fondés sur l'extrême droite et qui n'ont que faire du droit international et tout cela. Et c'est ça qui est grave. Et donc oui, il y a un isolement, mais en même temps, on est dans un monde qui est en train de basculer vers autre chose. Et je pense que les dirigeants israéliens ne se sentent pas isolés parce qu'ils sont alliés avec la superpuissance américaine qui devient ce qu'elle est. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est malheureusement ce qui permet à Netanyahou de faire ce qu'il fait aujourd'hui dans la ville de Gaza et à Gaza lui-même. Georges Bruno, il y aura quand même un potentiel pour une reprise de négociations, peut-être à l'occasion justement de ces assemblées générales des Nations Unies. Négociations entre Israéliens et Palestiniens ? Oui, négociations, mais dans le cadre plus large de cette reconnaissance d'un État palestinien par la France. Est-ce que ça aura un impact dans l'isolement d'Israël ? Symbolique, et puis c'est une pression qui est exercée sur le gouvernement israélien. Il ne faut pas confondre. Elle est réelle, cette pression, quand on voit elle est réelle parce que je peux vous dire que les dirigeants israéliens sont inquiets. Et Ofer le sait, on le sait, parce qu'ils menacent la France de fermer le consulat. Donc ça fait mal. Et donc, voilà, c'est une pression. Elle est nécessaire parce que si on ne la fait pas maintenant, dans 6 mois, Gaza sera un cimetière. Donc et la Cisjordanie, c'est le bon moment. On a même trop tardé, je veux dire. Et puis, il faut regarder tous les pays, effectivement. Il y a une vague et il faut que ça permette. Vous disiez diplomatie. La diplomatie n'existe pas aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que demain, en Israël, il y aura des élections l'an prochain. Il faut dessiner un chemin, comme le dit Emmanuel Macron, c'est encore long. Avec ce gouvernement, il n'y a aucun espoir, et avec le Hamas. Il n'y a aucun espoir. Mais demain, peut-être que la société israélienne va élire un pouvoir un peu moins, je dirais, radical dans sa conception de sa cohabitation avec les Palestiniens. Et donc, des négociations, la diplomatie pourra reprendre ses droits, que les Palestiniens éliront un nouveau président à la place de ce vieux monsieur qui est Abou Mazen, qui est quand même très âgé, etc., et que le Hamas aura été éliminé. Sinon, si on garde Netanyahou, le Hamas et Abou Mazen, on peut se retrouver dans 10 ans et on parlera de la même chose. On va écouter Benyamin Netanyahou tout de même sur cette question de l'État palestinien. Nous avons dit qu'il n'y aurait pas d'État palestinien et il n'y en aura pas. Cet endroit est à nous. Nous prendrons soin de nos enseignants, de notre pays et de notre sécurité. Cela fait presque 2 ans que nous menons une guerre qui nous a été imposée en ce jour terrible de massacres, d'enlèvements et de rapts. Nous avons ramené la plupart d'entre eux, mais d'autres restent. Et nous les ramènerons tous, morts et vivants. Mais nous avons tourné la page. Et je l'ai dit dès le 2e jour de la guerre, nous changerons le visage du Moyen-Orient, car il était clair que nous ne combattions pas seulement les meurtriers du Hamas. Ofer, justement une réaction sur ce que vient de dire le Premier ministre. Il l'a dit lorsqu'il a approuvé le projet de construction donc, des logements en Cisjordanie. Enfin, on voit bien, et d'ailleurs il n'a pas changé de discours, qu'il ne veut pas d'État palestinien. Vous soutenez cette idée, puisque vous soutenez en fait l'initiative de la France. Pourquoi ? Totalement. Tout d'abord, je la soutiens depuis 40 ans. Et ça fait 4 ans que je martèle dans les oreilles du président qu'il faut le faire. Moi, j'aurais voulu que ce soit fait auparavant. Mais je pense que ce n'est pas une mauvaise chose que ça se fasse. Maintenant, il ne faut pas l'oublier que ce n'est pas une initiative française de reconnaître l'État de Palestine. C'est une initiative franco-saoudienne pour une reconnaissance mutuelle. Que quand la guerre se terminera et que les conditions s'apprêteront, l'Arabie saoudite et d'autres pays arabes et musulmans reconnaîtront l'État d'Israël. La seule chose qui garantira la sécurité de l'État d'Israël, c'est la paix et la réconciliation avec ses voisins. Elle ne vous semble pas très très loin aujourd'hui, Ofer Bronstein, cette paix, cette reconnaissance d'un État palestinien, ces 2 États ? Non, justement. C'est pour la première fois, je pense qu'on est très proches. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les Israéliens et les Palestiniens ne sont pas capables de résoudre le problème tout seuls. La haine qu'il y a, le poison qu'il y a dans les veines des Israéliens et des Palestiniens est tellement fort que seuls ils ne pourront pas. Donc je suis ravi qu'il y ait un réveil de la communauté internationale, y compris d'amis de l'État d'Israël, parce que ceux qui vont reconnaître lundi prochain l'État de Palestine, la plupart d'entre eux sont des amis de l'État d'Israël. Ce n'est pas des pays qui abritent des terroristes. Donc c'est le moment pour la communauté internationale de dire basta, vous nous portez préjudice dans nos rues, dans nos villes, dans nos maisons, vous déstabilisez le monde, nous on va résoudre le problème et on va vous l'imposer. Et je vais vous dire quelque chose sur les Américains. Moi, je ne serais pas surpris de voir un volte-face de la part des Américains, du président Trump. Pour la première fois, c'est des pays du G7 qui reconnaissent l'État de Palestine. Les Français étaient les premiers, mais maintenant c'est la Grande-Bretagne et le Canada. Pour la première fois, c'est 4 pays
sur 5 du Conseil permanent de sécurité qui reconnaissent l'État de Palestinien. Donc ceux qui sont en train de s'isoler, c'est à part les Israéliens qui s'isolent énormément, et les Israéliens se réveillent parce qu'ils comprennent que demain ils auront du mal à voyager, que demain ça va leur coûter très cher, et donc ils sont en train de se réveiller. Et bien qu'ils sont dans les rues, et moi je les salue, parce que ça fait déjà 3 ans qu'ils sont d'une façon permanente dans les rues pour dire ce qu'ils entendent, mais c'est les Américains qui sont aujourd'hui isolés dans le monde. Et je crois qu'à un moment donné, les Américains vont comprendre que cet isolement, ce qui s'est passé à Doha, est une claque d'Israël aux Américains. Doha, c'est quand même les Américains qui contrôlent le Qatar, et que les Israéliens y aillent comme ils veulent pour porter préjudice à un ami qui est un allié des États-Unis, et aussi un pays qui n'est pas ennemi avec Israël, ça a été une grande baffe pour les Américains. Je peux vous dire que les rendez-vous entre Rubio et Netanyahu hier n'étaient pas du tout sympathiques comme ils voudraient le faire paraître. Et encore une fois que l'Égypte, qui est le premier allié stratégique d'Israël, avec laquelle Israël a fait la paix en 1977, parle aujourd'hui d'une possibilité de conflit armé contre Israël, il y a des gens en Israël qui commencent à comprendre que l'heure est grave. Et donc je suis très optimiste parce que je pense que c'est la communauté internationale qui va imposer un accord aux Israéliens et aux Palestiniens. Et ils vont devoir obéir. Il me reste 1 minute, une réaction. Vous êtes optimiste, pessimiste? J'aimerais souscrire à ce que vient de dire Ofer. Je suis malheureusement pas sur cette ligne car je crains vraiment qu'ils sous-estiment le poids des États-Unis. Et il y a des élections importantes l'année prochaine. C'est pas tellement en Israël, bien sûr elles sont importantes, mais c'est aux États-Unis. Les midterm elections, si Trump est conforté par un vote très fort au Congrès, à ce moment-là, ça va consolider ses positions et par conséquent, la politique étrangère qu'il mène, notamment dans son soutien à Israël. Donc les enjeux sont là. Je pense, comme ce qui a été dit précédemment, que la politique de M. Netanyahou, c'est la sécurité d'Israël, c'est la guerre. Et ça ne va pas marcher très longtemps. Donc, c'est son problème. Il a 7 fronts aujourd'hui, 7 fronts, hein. Je ne vais pas les énumérer, mais il y a 7 fronts sur lesquels. Et 8 avec Doha, oui. 8 avec le Qatar, oui. Et donc, je crois que... Mais il le pense vraiment. Et donc, il va falloir voir ce qui se passe. Alors, malheureusement, lors des élections israéliennes, en espérant qu'un autre gouvernement puisse venir en place. Georges Malbruno, phrase de Oui, simplement pour rajouter, il faut que, comme le disait Ofer, avec peut-être un optimisme un peu, pas démesuré, mais un peu excessif, une majorité d'Israéliens se rendent compte que la politique de Netanyahou ne sert pas les intérêts ni d'Israël, ni des Israéliens, ni des communautés juives de diaspora, comme l'ont dit quand même et écrit 500 parmi les plus hauts responsables sécuritaires de l'État hébreu depuis 30 ans. Ce n'étaient pas des antisionistes ni des antisémites. Donc voilà, il faut avoir ça en tête, que Netanyahou ne sert pas les intérêts d'Israël. Merci beaucoup Georges Malbruno, Jean-Paul Chagnolot. Merci Gérald Trinquant. Merci Ofer Bronstein d'avoir été avec nous en direct de Tel Aviv. Merci à Claire Demel, notre correspondante qui était en direct de Jérusalem. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et je vous dis à demain.